Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Karine, tu m'entends? Très bien. Eh bien, on attend Là, je encore t'ai quelques... activé le son quand même. On Oui. attend... Voilà, pardon, les petits détails techniques. On attend un petit peu, les personnes commencent à arriver. Bah voilà, bonjour. Je vois déjà les petits commentaires. Bienvenue aujourd'hui pour ce premier live. C'est une grande première pour notre maternité à la clinique Réna de vous proposer ces lives pour vous permettre de poser des questions et d'être en contact directement avec nos équipes. Et c'est certainement quelque chose que l'on refera sur d'autres thèmes. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire si vous avez des thèmes qui vous intéressent et si vous souhaitez que nos sages-femmes vous proposent d'autres lives. Ce sera avec grand plaisir. Voilà, nous sommes déjà 19 personnes. Voilà. On va pouvoir commencer. Alors, avant de discuter, parce que nous allons être ensemble pendant une petite heure avec Karine. Karine qui est sage-femme à la maternité de Réna, qui est référente et spécialiste en référente en consultation en lactation, pardon. Euh, Juste vous donner encore quelques informations au préalable sur la maternité. Donc, la clinique Réna dispose d'une maternité de niveau 1. C'est une petite maternité euh, à taille humaine. Donc, nous accueillons les mamans, les futurs parents, les naissances qui ne posent pas de difficultés, donc des grossesses simples. Euh, la maternité de la clinique Réna est une maternité labellisée IHAB. Donc le label IHAB, c'est quelque chose qui est très important pour nos équipes, c'est-à-dire que nous plaçons vraiment les besoins et les rythmes de l'enfant au centre de la parentalité, de l'organisation au moment de la naissance. Donc voilà, peut-être que Karine vous en reparlera. Vous dire aussi que il est tout à fait possible de visiter notre service, puisque si vous suivez nos réseaux sociaux et sur notre site internet, nous organisons plusieurs fois par mois des visites de la maternité pour les futurs parents. Donc c'est l'occasion de venir découvrir les installations, de préparer votre venue, pourquoi pas vous renseigner. Et également de vous informer que nous organisons une porte ouverte le 7 novembre. Donc ça peut être aussi l'occasion de venir sur place entre 13 heures et 17 heures pour rencontrer nos équipes, visiter les installations, poser toutes vos questions, participer à des ateliers, voilà, de vous rendre compte vous-même aussi de notre maternité. Et puis en soirée, de vous accueillir sur une conférence sur le postpartum à 18 heures. Alors c'est une conférence sur inscription qui sera animée par Anna Roy. Voilà, vous retrouvez toutes nos infos sur les réseaux sociaux et notre site internet. Voilà. Alors maintenant, nous allons pouvoir commencer effectivement ce live qui est sur le thème du vrai ou faux, des idées reçues sur l'allaitement, puisque nous sommes actuellement sur la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Donc c'est un thème qui est très important, très cher à nos équipes de la maternité. Donc Karine répond à toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser en commentaire. On lui relaiera les questions, elle les lit, elle les voit également. Eh bien, on va commencer tout de suite avec quelques questions qui nous avaient été posées au préalable. Donc, Karine, nous avions Marine qui nous a posé une question cette semaine et qui voulait savoir, est-ce qu'il est possible d'allaiter, alors est-ce qu'il est possible de donner uniquement la première tétée, le premier lait, ce que l'on appelle peut-être la tétée de bienvenue, tu nous diras, les premiers jours à la maternité, mais de ne pas poursuivre l'allaitement. Est-ce qu'il est possible de faire ça ou est-ce que quand on donne cette première tétée, il faut absolument poursuivre l'allaitement? Est-ce qu'il est possible de ne faire que ça? Tout à fait. Il est possible de ne faire que ça. On peut effectivement faire cette première tétée qu'on appelle la tétée d'accueil ou tétée de bienvenue. Et puis, et simplement faire cela à la naissance et puis ensuite ne pas faire d'autres tétées. Hein. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas parce qu'on fait une première tétée en salle d'accouchement que l'on va nécessairement installer une lactation. Ce qui dépend de l'installation de l'allaitement, c'est la régularité des mises au sein. Une première tétée juste après la naissance, c'est même une très bonne chose et j'encourage les mamans même qui n'ont pas ce projet d'allaiter, de continuer, de faire d'autres mises au sein et d'installer un allaitement maternel sur la durée, parce que ce colostrum qui va être donné à la naissance va être entre guillemets comme un petit vaccin, c'est-à-dire qu'il va y avoir une colonisation bactérienne, une stimulation de l'immunité de votre bébé qui est très très bénéfique. D'accord.
Très bien. Alors là, j'ai une question justement d'une personne qui me dit, bah, avant l'accouchement et pour préparer un premier allaitement, quelles sont les choses indispensables à acquérir avant l'accouchement? Est-ce qu'on peut se préparer à l'allaitement avant l'accouchement? On peut se préparer à l'allaitement avant l'accouchement en faisant une préparation à la naissance auprès de sa sage-femme libérale, en, ce qui va permettre d'avoir des repères concernant l'installation de l'allaitement, de la lactation. Voilà, c'est surtout très informatif. Ensuite, au niveau de la poitrine, il n'y a rien de particulier à faire. Il y a par contre une chose que l'on conseille à nos patientes, et là, c'est sous forme comment dire, d'appels téléphoniques. On va contacter nos patientes qui ont une césarienne prévue pour qu'elles fassent une stimulation de l'aréole et de l'expression manuelle, parce que ça va permettre de mieux préparer le corps à la lactation quand une césarienne est décidée, une césarienne est programmée à froid sans période de travail préalable. D'accord. D'accord. Donc, il n'y a pas de préparation préalable parce qu'on entend parfois qu'on peut peut-être faire des massages ou, enfin voilà. On a aussi une idée reçue que l'allaitement fait mal. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'allaitement est douloureux? Est-ce qu'on peut s'y préparer ou pas? Alors, on ne peut pas préparer cette douleur. Non, celle-ci, malheureusement, on ne peut pas la préparer, on ne peut pas l'anticiper. Par contre, on peut la prévenir. C'est-à-dire que quand l'allaitement a commencé, on peut utiliser un certain nombre de moyens tels que l'alternance des positions au sein. C'est-à-dire que pendant la tétée, on va installer son bébé en position madone, ou alors en position ballon de rugby, ou alors s'installer allongé sur le côté, notre bébé étant face à nous. Eh bien, cette alternance des positions va permettre un étirement qui va être variable au niveau du mamelon et de l'aréole, et donc de ne pas étirer toujours la même zone spécifiquement, et donc de diminuer la survenue des douleurs. Euh, Par ailleurs, une bonne hydratation des mamelons avec le colostrum juste après la tétée de façon systématique, et un rajout aussi d'une pommade qu'on appelle la lanoline, qui est vendue par différents laboratoires, peut être utilisé juste après avoir appliqué ce colostrum sur le mamelon. Et puis aussi, il y a autre chose qui est important de faire, c'est de proposer toujours deux seins pour une même tétée, parce que ça va permettre à la fois de donner des volumes de colostrum qui seront plus importants, et puis en même temps de bien rassasier notre enfant. On sait que le volume de lait que l'on produit est réparti sur les deux seins, et nous avons tout un sein qui est plus producteur que l'autre. Si par exemple pour une tétée on va donner le sein qui est le moins producteur, et bien très rapidement le bébé va revenir tétée. Donc on va avoir des délais entre deux tétées qui vont être finalement assez courts avec le temps, et on va solliciter du coup les mamelons et les tissus avec grande régularité, et nécessairement bien plus finalement de possibilités de douleur qui augmentent plus rapidement aussi. Voilà, alors ça, ce sont des choses que l'on peut aborder en préparation à la naissance, comme c'était demandé, qu'est-ce l'on peut faire avant, et ce sont aussi des choses qui sont réabordées quand on a accouché. Voilà. D'accord. Alors, il y a aussi souvent des idées reçues. On pense par exemple que des femmes qui ont une petite poitrine ne peuvent pas allaiter et, à contrario, une femme qui a une forte poitrine a beaucoup de lait. Est-ce que la quantité de lait, finalement, elle est proportionnelle à la taille de la poitrine de la femme? Absolument pas. Ça, c'est un sujet, c'est une idée totalement infondée. Ça n'a absolument aucun rapport. D'accord, puisqu'on pense souvent, voilà, aux femmes allaitantes et ok. Donc une femme avec une petite poitrine produira. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous réexpliquer comment justement le processus de lactation se met en place, puisque effectivement le lait n'est pas, enfin le sein n'est pas un réservoir du lait. C'est voilà, c'est pas une poche qui se remplit. Tout à fait. Alors, nous avons toutes en fait une certaine densité de tissu glandulaire qui va induire la production d'un certain volume de lait. Le volume de lait que l'on produit d'une femme à l'autre, qui est produit d'une femme à l'autre, est différent, et il correspond en général aux besoins de nos enfants. Voilà, la densité du tissu glandulaire, l'importance, la quantité de tissu glandulaire comment dire, fonctionnelle, elle va dépendre de notre hérédité.
Et puis, elle peut dépendre d'autres éléments encore. Que vous dire d'autre notre poitrine est faite, comment dire, les bourgeons embryonnaires donc sont déjà existants donc à l'état d'embryon. Il y a différentes phases de développement du tissu glandulaire. Une deuxième phase qui va être celle qui survient lors de la puberté, et puis une autre phase encore qui survient lors de la première grossesse, où là il y a une différenciation cellulaire qui se met en place, et puis au moment de la naissance, il y a une levée de la sécrétion, du blocage vis-à-vis de la sécrétion de la prolactine, qui fait que le tissu glandulaire va être stimulé par cette prolactine, et le tissu glandulaire va se mettre à produire et à excréter du colostrum et du lait maternel. Le colostrum, on va déjà en produire pendant la grossesse. D'ailleurs, on peut avoir les seins qui coulent déjà pendant la grossesse. Ça ne veut pas, ça n'a pas de, comment dire, d'implication sur l'évolution de l'allaitement d'ailleurs, ni en négatif ni en positif. Simplement, ça montre que le sein est en train de se développer, en train de se préparer à la lactation. Et puis au moment de la naissance, eh bien, il y a une levée de l'inhibition de la production, et de tétée en tétée, le sein va produire. Et effectivement, oui, c'est vraiment une réalité. Il y a des femmes d'ailleurs, on le voit en consultation d'allaitement, et puis à la maternité aussi. Nous avons des patientes qui ont une poitrine qui pouvait, comment dire, les patients pouvaient porter un soutien-gorge bonnet A, et puis avoir une lactation très très généreuse. Et à contrario, on peut avoir une poitrine très très généreuse et avoir des volumes de lait qui correspondent simplement au minimum, ce dont le bébé a besoin pour grandir. Justement, alors on a Il ne faut une pas question. avoir d'inquiétude par rapport à ça. D'accord. Justement, une question sur les volumes. On a souvent, voilà, des questions sur la fréquence de l'allaitement, les volumes, et de se dire, quand on allaite par rapport à un biberon, en fait, on ne sait pas, et ça c'est la grande question, on ne sait pas ce que l'enfant prend. Donc en fait, on n'a pas de notion. Est-ce qu'il mange assez? Est-ce qu'il mange pas suffisamment? Et ça peut être une source d'inquiétude souvent pour les mamans, pour un premier allaitement, et aussi l'entourage qui peut se dire mais tu lui donnes encore, mais tu n'as pas assez de lait, est-ce qu'il mange assez? Et voilà, l'inquiétude c'est de savoir, on donne un biberon, on sait combien l'enfant prend, on donne le sein, on ne sait pas. Voilà. Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus? L'allaitement maternel, c'est vrai que oui, on n'a pas de mesurette, notre sein n'est pas transparent, donc on ne peut pas savoir quel volume de lait notre enfant boit. Mais les repères qu'il est important d'acquérir pendant le séjour à la maternité, et sur lesquels des repères qu'il faut aussi envisager et connaître auparavant en séance de préparation à la naissance, c'est cette notion d'efficacité de la tétée, c'est-à-dire savoir évaluer l'efficacité avec laquelle notre enfant se nourrit au sein. Un enfant qui va rester au sein, que l'on ne va pas entendre déglutir, qui va uniquement effectuer des mouvements de succion assez rapides et qu'on n'entend pas déglutir, est un enfant qui a probablement des difficultés de succion. Très probablement. Et s'il a des difficultés de succion, eh bien, il y a aussi une difficulté d'extraction du lait, et donc il ne peut pas avaler le lait qu'il cherche. Ce sont des enfants qui, dans ces cas-là, vont être très très demandeurs, qui sont difficilement repus, qui vont être donc très très souvent au sein, les mamans vont alterner le sein droit, sein gauche, et puis les urines peuvent être rares. Les selles et les urines sont un facteur important d'efficacité de la tétée, c'est-à-dire que voilà, quand un enfant mange, eh bien, il boit du lait, ce lait est digéré, et cette digestion, cette élimination, elle se retrouve dans les selles et les urines. Un bébé qui finalement est bien nourri au sein, eh bien, on va l'entendre déglutir régulièrement au sein. Il faut savoir que quand on commence une tétée, que l'allaitement est installé, c'est-à-dire que la montée de lait est survenue aux alentours du 3e jour, eh bien, on va entendre les enfants déglutir à chaque fois qu'une succion va survenir. Il va y avoir des gloops très, très, très réguliers. Aglou, 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 et tout le temps. Et puis, plus on va avancer vers la fin de la tétée, plus les enfants vont être obligés d'effectuer des mouvements de succion pour obtenir cette même quantité de lait en volume dans la bouche qui leur donne envie d'avaler. Et au cours de la tétée, eh bien, les mouvements de succion
vont être fréquents, mais les bruits de déglutition, bruits et mouvements de déglutition, parce qu'il est important à la fois de les entendre, mais aussi de les voir, ces mouvements de déglutition, eh bien, ils vont être moins fréquents. Et en fait, finalement, au bout de la tétée sur le premier sein, qu'on va pouvoir repérer justement cette fin de tétée au premier sein, parce qu'on ne les entend quasiment plus déglutir. Et ça, c'est le signal du coup pour passer au deuxième sein. Finalement, il faut être très simple, je dirais. Nous avons deux seins. Notre poitrine, c'est deux seins. Et la quantité de lait, elle est répartie sur les deux seins. Nous avons majoritairement, pour 70% des femmes dans la population générale, le sein droit qui est le plus producteur. Eh bien, il faut aider notre bébé à bien vidanger le premier sein en l'entendant déglutir, en le regardant faire, en le stimulant avec régularité pour qu'il reste éveillé, actif au sein. Un bébé qui s'endort très vite au sein, c'est pareil, il va pas se nourrir. Le lait ne coule pas du sein comme un robinet ouvert. Il faut vraiment porter nos enfants vers la prise alimentaire efficace. Et puis, une fois qu'il a terminé au premier sein, eh bien, on va lui proposer le deuxième sein. Ce qui est important, c'est de se faire accompagner pendant une tétée, pendant même plusieurs tétées, si c'est possible quand on accouche, en maternité, après au service. Parce que, par exemple, quand on a beaucoup, beaucoup de lait, eh bien, la quantité, comment dire, un bébé dont la maman produit beaucoup de lait va mettre beaucoup plus de temps à arriver à la fin de tétée où la proportion en graisse est la plus importante. En début du tétée, les graisses sont en quantité assez faible et puis progressivement ça augmente. Si une maman a beaucoup de lait et que finalement elle s'arrête assez tôt parce que les volumes sont aussi importants, que le bébé n'arrive pas à cette fin de tétée, eh bien, l'enfant peut avoir des coliques et revenir un petit peu plus vite pour téter aussi. Ça sont des évaluations fines qu'il est important de faire en étant accompagné par les auxiliaires de puériculture, par les sages-femmes, par une consultante de lactation si c'est nécessaire en plus. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui est très très vite repéré et évalué et accompagné et bien accompagné pour que la maman puisse se dire mon bébé a bien mangé et a suffisamment mangé. D'accord. Alors justement, on a une question de Léna qui nous demande, est-ce qu'il est possible d'allaiter des jumeaux en même temps? Est-ce qu'on a assez de lait? Et puis comment on s'y prend pour allaiter des jumeaux? Tout à fait, c'est tout à fait possible. Le taux de prolactine sanguin va s'adapter et va être augmenté en cas de naissance de jumeaux, pardon. Et le conseil important que l'on peut donner à une maman qui a des jumeaux et qui veut allaiter ses jumeaux, ça va être de faire des tétées ensemble, les deux enfants installés ensemble. Dans un premier temps, le temps que la montée de lait arrive, une fois que la montée de lait est là, on peut continuer à continuer à procéder comme cela en faisant des tétées les deux enfants ensemble. Ce sera un gain de temps. Mais on peut aussi ensuite alterner. Mais dans un premier temps, oui, ça permet d'avoir une très bonne stimulation de la lactation pour que les volumes soient adaptés aux besoins des enfants. D'accord, très bien. On a également Isabelle qui nous posait une question. Combien de temps peut-on allaiter? Est-ce que allaiter son enfant pendant 3 ans et demi, c'est trop? Parfois, voilà, des proches peuvent s'étonner d'un allaitement long. Est-ce qu'il y a une règle? Voilà. Quelle est la bonne durée d'un allaitement? Est-ce que au-delà de 3 ans, est-ce que on met fin à l'allaitement? Voilà. La bonne durée de l'allaitement, c'est celle qui correspond à l'idée que la maman s'en fait et aux souhaits de l'enfant. Françoise Dolto disait que l'âge du sevrage recommandé, oui, qui correspondait aux besoins des enfants et à leur développement psychomoteur, à leur ouverture au monde, c'était jusqu'à 10 mois. Mais aujourd'hui, on sait que les enfants ne s'arrêtent pas tous à 10 mois. Il y a des enfants qui s'arrêtent plus tôt, volontairement. C'est leur choix. Les mamans ont du mal à vivre d'ailleurs ce moment parfois. Parfois, ça leur correspond. Ça correspond aussi à leurs souhaits. Et puis, il y a parfois aussi des mamans qui veulent arrêter plus tôt l'allaitement. Et les enfants, eux, sont pas trop prêts. Mais voilà, bon an, mal an, ils s'y font. Ils raccrochent le wagon et puis l'allaitement s'arrête. La durée de l'allaitement, elle peut tout à fait être de 3 ans. On
a dit beaucoup de choses et on dit encore beaucoup de choses sur l'allaitement. Ça me fait penser à une question que vous posiez tout à l'heure sur les volumes. Ça m'a fait penser à la qualité du lait qui est parfois remise en question aussi par les proches ou par des amis, proches, voilà, la famille ou des amis. Quand on s'aperçoit qu'un lait est clair quand on est en train de le tirer, par exemple, eh bien, on va s'entendre dire peut-être, ou même soi-même, penser que le lait n'est pas de bonne qualité. Alors que cette qualité du lait maternel n'est pas à remettre en question. Il y a eu de multiples études biochimiques, bactériologiques et de la qualité du lait qui ont été faites qui n'ont jamais remis en question la qualité du lait, quelle que soit sa couleur. Voilà, ces qualités caloriques sont ce qu'elles sont et elles ne sont pas critiquables ni à critiquer. Donc ça peut être un élément de perte de confiance en soi, tout comme le fait qu'on nous dise, eh bien voilà, il a 6 mois, voilà, tu vas pas l'allaiter jusqu'à ses 18 ans, non, on n'ira pas jusqu'à 18 ans, mais par contre, on peut très bien faire un allaitement jusqu'à 3 ans ou jusqu'à 3 ans et demi, il y a rien qui s'y oppose. Les allaitements longs, on le sait aujourd'hui, ont aussi un très grand intérêt sur le plan de la santé, à la fois de la mère et de l'enfant. Cela permet de protéger la santé des mères et des enfants et de diminuer des risques à la fois cancéreux, diabétiques, de fracture du col du fémur pour les femmes, de cancer, je crois que je l'ai déjà dit, sur le plan allergique. Voilà, c'est très très vaste. Donc les allaitements, non, c'est pas quelque chose qui pose problème. Ça peut poser problème effectivement à l'entourage, mais il ne faut pas que ça pose problème à la mère ou à l'enfant. D'accord, très bien. On avait également une question qui nous avait été envoyée avant ce live de Laura, qui nous demande si on peut reprendre l'allaitement après 1 mois d'arrêt. Donc, elle allaite, elle arrête, puis finalement, elle souhaite reprendre l'allaitement. Est-ce que c'est possible de réactiver un allaitement? Oui, tout à fait. Nous avons dans nos seins des cellules qu'on appelle des cellules mémoire précurseurs qui sont le résultat d'une apoptose cellulaire, c'est-à-dire que les cellules mammaires, une fois qu'elles arrêtent de produire du lait, elles ne vont pas disparaître, elles vont simplement cesser de fonctionner. Et quand on veut relancer un allaitement, on peut le faire sous réserve d'un certain nombre d'éléments qu'on va mettre en place. Reboire de la tisane d'allaitement, 1 bon litre au minimum. Si on peut même aller jusqu'à 1,5 litre, c'est très bien, mais pour utiliser les principes actifs d'une tisane, il faut au minimum 1 bon litre de tisane et surtout aussi une tisane de qualité qui va contenir du fenugrec, étant la plante majeure, la plante par excellence de la stimulation de la lactation. Et on connaît aussi le fenouil, l'anis vert, le cumin, qui sont des plantes qu'on utilise très fréquemment. Il y a des herboristeries qui vont vous préparer également des tisanes d'allaitement de très bonne qualité. Il faut pas lésiner sur la qualité concernant cette tisane. Et puis, il faudra avoir une stimulation de la lactation, soit réalisée par l'enfant, soit réalisée par un tire-lait. Et il faudra y consacrer du temps. C'est-à-dire que si ce n'est pas le bébé qui tète, parce que il a appris, découvert le biberon et il s'est rendu compte que le lait coulait beaucoup plus rapidement et donc il boude le sein, mais la maman veut tout de même continuer à allaiter ou donner son lait plus longtemps finalement que prévu. Eh bien, il faudra qu'elle utilise le tire-lait en tirant son lait par 3 heures en journée, faire une pause de 6 heures la nuit et avoir un temps de tirage de 20 minutes minimum. Souvent les symphonies Medela qui, pour le coup, je fais pas de publicité, mais pour le coup, c'est vraiment le meilleur des tire-laits pour stimuler la lactation, qui permet d'obtenir une stimulation du tissu glandulaire de très bonne qualité, les deux seins en même temps. Ça va permettre donc de redéclencher des pics d'ocytocine, des pics de prolactine pour réactiver à nouveau cette lactation. Alors, en dehors de ça, ce que l'on peut faire, on peut aussi utiliser l'acupuncture et puis on peut aussi relancer avec un traitement qui va permettre d'augmenter le taux de prolactine sanguin. Ce traitement-là, il faut qu'il soit prescrit par le médecin traitant ou le gynéco ou la sage-femme, la consultante en lactation, avec des taux qu'il ne faut pas dépasser. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la dompéridone, elle est active
entre 20 et 30 mg par jour, mais pas au-delà de ces seuils-là. Voilà. Et en procédant de cette façon, on peut obtenir une reprise de la lactation. Il va falloir être patient. Ça peut mettre 3 semaines pour bien se réinstaller. Et ça fonctionne. D'accord, très bien. Bah, tu as bien répondu à cette question, mais il y avait également effectivement, je pense qu'on a répondu à une autre question qui avait été posée dans le chat, où on nous demandait justement comment booster la lactation. Donc tu nous as parlé des tisanes, de réactiver, Est-ce qu'il y a encore d'autres moyens de booster la lactation? Est-ce qu'il y a des aliments qu'il vaut mieux favoriser? Est-ce que il y a, je ne sais pas, est-ce qu'il faut se reposer? Est-ce qu'il faut prendre plus souvent son enfant dans les bras? Enfin voilà, comment on peut booster cette lactation? Tout à fait, le poids à peau est un élément, c'est très très juste, le poids à peau est un élément qui va favoriser la sécrétion d'ocytocine et elle peut permettre à l'enfant de venir plus souvent, plus fréquemment téter au sein. Donc c'est un temps de stimulation supplémentaire. En ce qui concerne les aliments, les dattes peuvent être aussi une aide, un stimulant. Et le fenugrec sous forme de poudre dans la cuisine aussi peut être un bon soutien. D'accord. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des aliments ou des boissons qui sont à éviter quand on allaite? Ou Alors, est-ce qu'on en peut, termes, on peut boire et manger tout ce qu'on veut? alors on peut boire et manger tout ce qu'on veut avec modération, c'est-à-dire que par exemple, là, je crois que c'est la période de la choucroute, hein, je crois. Si on mange de la choucroute à midi et qu'on mange de la choucroute le soir, on a des chances d'avoir un bébé qui aura des coliques dans la nuit. Donc, ne mangez qu'une seule choucroute dans la journée. Non, mais sérieusement, quand on mange du chou plusieurs fois dans la journée, on risque d'avoir un bébé qui aura des coliques, c'est vrai. Il y a des enfants qui font des coliques également quand leur maman mange des tomates. Et lorsqu'elles enlèvent la peau des tomates, tout d'un coup, il n'y a plus de coliques. Ça, c'est, je dirais, plus très individuel. Il y a des enfants qui font des coliques aussi lorsque dans le régime alimentaire des mamans, il y a du lactose, c'est-à-dire que, alors il ne faut pas forcément, comment dire, faire, quand un enfant a des coliques, tout de suite penser à supprimer tout ce qui relève du lactose. C'est un test que l'on peut faire une fois que l'on aura vérifié qu'on n'a pas mangé trop de choux, est-ce qu'on peut essayer d'enlever la peau des tomates justement. On peut essayer aussi de ne pas manger beaucoup trop de chocolat. Quand je dis trop de chocolat, c'est une demi-tablette ou une tablette dans la journée. Ou un bébé qui va, comment dire, qui va être très énervé si on va boire beaucoup, beaucoup de café. Beaucoup de café, je pense à par exemple des expressos, plusieurs expressos dans la journée. Ou alors les enfants peuvent avoir des diarrhées lorsque on va boire beaucoup de jus de fruits frais pressés. Ce genre de situation arrive. Alors voilà, l'éviction, la suppression des fromages et du lait, c'est à faire quand on a fait le point sur les autres aliments qui auraient pu provoquer ces coliques. D'accord. Voilà, ça peut s'envisager effectivement. En ce qui concerne les boissons, sinon en dehors de ça, l'alcool est contre-indiqué avec l'allaitement. Mais quand on vient d'accoucher, quand on a un bébé, on a quand même envie parfois de trinquer avec la famille. Je n'invite pas je ne dirais pas qu'il faut consommer de l'alcool, hein, c'est pas du tout mon discours. Mais par contre, si vous avez d'ailleurs, en fait, vous ne supporterez pas une coupe de champagne ou un verre de vin. Après l'allaitement, après la naissance, oui, après la naissance, dans toute cette période de grossesse, on n'a pas du tout consommé d'alcool. On va boire une ou deux gorgées d'alcool, on va déjà être très, très rapidement pompette. Donc, on va pas supporter la coupe. Et c'est très bien, les choses sont bien faites. Si on veut fêter la naissance et boire, trinquer avec du crément ou du champagne, on va boire une ou deux gorgées et puis après, on va veiller à ce que au moins 2 heures se passent d'ici la prochaine tétée. Il faut un délai important de 2 heures pour que notre corps ait éliminé cet alcool et qu'il ne se retrouve pas dans notre sein. Voilà. Ça, c'est une précaution. Je sais qu'il y a des mamans qui sont un petit peu embêtées parce qu'elles ne peuvent pas trinquer. Elles ont envie de trinquer avec leur mari, avec la famille. Donc, c'est possible. Hein. Il s'agit pas c'est pas parce qu'on allait qu'on est empêché de vivre. Voilà, Alors, bah il y justement, a
Pardon. Et une dernière chose, il y a un allaitement, il y a un aliment par contre qui va avoir un effet important sur la réduction du volume de la production de lait maternel, c'est le persil. Mais le persil en grande quantité, pas le persil saupoudré sur la salade. Le persil en grande quantité, par exemple dans un taboulé libanais. C'est quelque chose qui va être très intéressant pour le sevrage. D'accord. Ok. Alors, quand on est sur les aliments, les boissons, si maintenant on doit suivre on est malade et on a un traitement médicamenteux, est-ce qu'on doit suspendre son allaitement ou est-ce qu'on peut continuer d'allaiter son enfant si on est sous antibiotiques ou si, voilà, si on est malade quelques jours, comment ça se passe? Mhm. Eh bien, quand on est malade, notre corps de mère va produire des anticorps qui vont permettre à notre enfant d'être protégé vis-à-vis de la maladie que l'on est en train de développer, que ce soit une gastro, une bronchite. Ça va nécessiter un traitement. Ce traitement, la plupart du temps, ces traitements médicamenteux, la plupart du temps, vont être compatibles avec l'allaitement. Si vous avez une interrogation à un moment concernant la compatibilité du traitement ou que l'on vous dit il faut que vous arrêtiez d'allaiter, par exemple, vous êtes sous augmentin et on vous dit vous allaitez, il faut s'arrêter, eh bien, allez plus loin. Il y a dans la littérature et dans le Vidal énormément de contre-indications à la prise médicamenteuse. Or, vous avez en France un centre qui s'appelle le CRAT, qui c'est le centre de référence des agents tératogènes, qui référence la plupart des médicaments et leur compatibilité à la fois avec la grossesse et avec l'allaitement. Ce qui nous permet d'avoir de très bons repères concernant la compatibilité des thérapeutiques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on sait que la plupart des classements médicamenteux sont compatibles avec l'allaitement. Si on a un doute, il faut le chercher sur le CRAT, s'en référer à son médecin, en parler avec son médecin, faire éventuellement ses recherches avec lui, et sinon s'adresser à une consultante en lactation, à quelqu'un qui, voilà, une consultante une consultante en lactation, qui sont soit de sage-femme, soit de médecin, soit de pédiatre. Il y a beaucoup de professionnels de santé qui ont fait cette spécialité et qui sauront répondre à ces questions. Il y a très peu de thérapeutiques qui ne sont pas compatibles. La chimiothérapie est incompatible, par exemple. Certains produits radio-opaques lorsque l'on va faire un scanner, mais aujourd'hui on sait que certains produits radio-opaques sont compatibles avec l'allaitement et permettent de ne pas suspendre l'allaitement et d'éviter de tirer son lait et de le jeter. On peut tout de suite allaiter sans s'arrêter. Il y a également en cas de maladie VIH, là il y a une contre-indication formelle à allaiter. Voilà, il faut toujours creuser le sujet. Quand on doit prendre un médicament, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas ne pas se soigner, mais il faut creuser le sujet du traitement et de la compatibilité. D'accord, très bien. Une autre question aussi un petit peu sur la compatibilité. Lorsque on est fumeuse, Oui. est-ce que quand on fume, on peut allaiter? Est-ce que c'est toxique pour l'enfant? Est-ce que voilà, que faire? Alors, quand on pardon. Quand on fume, oui, il faut encourager les mamans à allaiter. Il faut les encourager. Parce que les enfants euh, ont grandi dans un contexte tabagique et l'allaitement va protéger les enfants des infections ORL, va favoriser leur adaptation après la naissance, l'améliorer même, améliorer leur statut respiratoire, leur capacité respiratoire. Pas capacité respiratoire, mais statut respiratoire, tant que l'allaitement sera maintenu. C'est D'accord. vraiment, c'est vraiment ce qu'on peut recommander de mieux. Par ailleurs, ce que l'on va conseiller, c'est plutôt de faire une tétée avant la cigarette plutôt qu'après. C'est-à-dire que on va donner le sein à son bébé, les deux seins, et puis une fois que la tétée sera terminée, on ira fumer. L'inverse, en fait, conduirait à une absorption de nicotine et d'autres produits qui font partie de la combustion du tabac, qui sont des toxiques, malgré tout. Voilà. C'est ce qu'on peut dire au
sujet du tabac, hein. Donc il faut pas, c'est pas parce qu'on fume pendant la grossesse qu'après il faut ne pas allaiter. Au contraire, on va vraiment protéger nos enfants et on va aussi éviter le syndrome de sevrage de notre bébé qui aura vécu le contexte nicotinique pendant la grossesse. Donc l'adaptation de notre enfant sera bien meilleure en allaitant. D'accord, très bien. Nous avons une autre question, une personne qui nous dit: je suis végétarienne, est-ce que mon bébé a assez de protéines? Oui, tout à fait. Dans la mesure où les apports protéiques peuvent être aussi apportés par l'alimentation végétarienne. Ce qui va être intéressant par ailleurs de faire, ce sera de prendre que la maman prenne des compléments alimentaires pour elle-même, pour maintenir un état de santé satisfaisant. Je ne veux pas dire par là que son état de santé va se dégrader parce qu'elle est végétarienne, mais notre corps a besoin d'un grand nombre de neurotransmetteurs et de vitamines pour fonctionner, et tout cela va être puisé dans notre alimentation pour 30%. Pour 60%, eh bien, ça va être nos réserves qui vont fournir tous ces éléments. Donc oui, il faut veiller à ce que l'apport protéique d'origine végétarienne soit de bonne qualité et puis qu'on prenne des compléments alimentaires. D'accord. On a encore aussi des questions par rapport, voilà, on voit que l'allaitement demande un peu plus de temps, et on entend souvent que avec l'allaitement, on est un peu esclave de son enfant. On est l'esclave accroché, scotché à son canapé toute la journée, et voilà. Donc il y a souvent des questions comme ça. Est-ce qu'on est esclave de l'allaitement? Bah, je dirais que euh, quand on allaite, on évolue dans un contexte hormonal qui est particulier, qui est celui de l'ocytocine de façon régulière. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone de la décontraction. Aujourd'hui, on sait que quand on fait un câlin à une personne, pour qu'il soit bien vraiment bénéfique à la personne à qui on le fait, il faut qu'il dure une bonne minute pour déclencher cette sécrétion d'ocytocine. La tétée, elle dure pas une minute. La tétée, elle dure bien plus qu'une minute. Donc, on est dans un contexte hormonal ocytocique qui va comment dire, nous, comment vous dire ça, qui va nous rendre toutes tendres et très attentionnées. On remarque le même phénomène d'ailleurs lorsque les papas font du pot à pot. Et il y a d'ailleurs des études dans les pays nordiques qui ont été effectuées sur le pot à pot régulier des pères avec leurs enfants, qui a permis de conclure sur une attention accrue des pères vis-à-vis de leurs enfants lorsqu'ils font beaucoup de pot à pot, et surtout les 6 premières semaines. Eh bien, est-ce qu'on est esclave de la tétée? Je dirais que c'est une question de point de vue. Ça va dépendre aussi de la façon dont on vit l'allaitement. Est-ce qu'on a choisi d'allaiter parce que c'est uniquement pour bien nourrir son enfant, ou est-ce que c'est par une certaine forme d'obligation que l'on vit par rapport à soi ou par rapport à l'entourage? À ce moment-là, oui, on peut effectivement ressentir ça comme une contrainte. C'est tout à fait possible. Il y a des mamans qui, avec le temps, peuvent assez rapidement, d'ailleurs, au bout de 2 mois, ou même au bout d'un mois, qui le vivent et qui se disent, mais voilà, je ne vois pas la quantité, je dois être là, je ne peux pas m'absenter. Or, avec l'allaitement, on peut tout faire. On peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut tirer son lait après une tétée, on peut garder du lait de côté, et le papa, du coup, peut participer à l'alimentation de notre enfant. Cette hormone du bonheur, et cette hormone du lien, l'ocytocine, c'est vrai qu'elle modifie un petit peu notre état, notre façon d'être, et on peut être effectivement un peu fatigué, mais en fait, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire qu'après une tétée, on va se reposer, parce que les enfants têtent la nuit aussi. Donc, si on gagne un petit peu de sommeil dans la journée, eh bien, c'est de la fatigue que l'on n'aura pas, ou en moins, lorsqu'on se réveillera la nuit pour les tétés. On vit à un rythme différent. C'est le rythme de l'enfant.
Nous avons un rythme qui est circadien. On vit le jour et puis on dort la nuit. Les enfants, eux, ils ont un rythme ultradien avec un rythme de vie qui varie entre 2 et 4 heures. Et donc, on vit à leur rythme, c'est vrai. D'accord. C'est plus ou moins vécu. Avec joie par les moments, mais ça c'est voilà, on est tous différents et puis ce qui est important dans ce qui va être vécu à ce moment-là, c'est de prendre plaisir à ce qu'on fait quand on le fait. Faut pas allaiter à contre-cœur ou en se disant ça me contraint, ça me donne des contraintes. Si ça évolue comme ça, c'est qu'on n'est plus sur le bon chemin et à ce moment-là, il faut choisir un autre chemin, éventuellement tirer son lait ou même faire un sevrage si c'est ce que l'on souhaite. Voilà, vraiment tout est possible avec l'allaitement. Il faut pas se sentir privé de liberté. C'est D'accord. contre-productif à la fois pour soi, pour le couple et pour le bébé. Ça sert à rien. Ok. On a aussi une question peut-être autour du rythme. Sarah qui nous écrit, elle allait exclusivement son bébé depuis 2 mois et parfois en fin de journée, il pleure au sein comme s'il n'avait pas assez. Il prend du poids, il grandit bien, mais que faire avec ses pleurs peut-être en fin de journée? Oui, est-ce que tu peux répéter, pardon? Sarah nous dit, mon bébé est allaité exclusivement depuis 2 mois et parfois en fin de journée, il pleure au sein comme s'il n'avait pas assez. Il prend du poids et grandit bien. Que faire? Ah, donc il tète régulièrement, ça fait 2 mois, il prend du poids, et puis il pleure en Oui, fin de journée. mais en fin de journée, il pleure au sein, Oui. comme s'il n'avait pas assez. Elle a peut-être l'impression que Mhm, il s'agite, il s'énerve, qu'il n'en a pas assez. Comme si en mhm, fin de journée, elle n'avait plus assez de lait. mhm, mhm. La, hum, la production du lait maternel, elle évolue au cours de la journée. Nous avons tout un pic de prolactine qui est naturel, même quand on n'allaite pas, entre 2 et 4 heures du matin. Et quand on allaite, surtout les 6 premières semaines, nous avons à chaque fois des pics de prolactine. Ce qui fait que, et la physiologie de la lactation, c'est que nous avons vraiment beaucoup de lait donc, euh, en début de journée, et puis qu'en fin de journée, la production, les volumes vont évoluer à la baisse progressivement. On ne manque pour autant pas de lait. Ce qui arrive souvent pour les enfants en fin de journée, mais ça, c'est bien d'être entouré, d'avoir d'autres amis qui ont des enfants pour le savoir, ou quand on est à la maternité aussi, quand on vit des fins de journée difficiles, eh bien, les pleurs de décharge émotionnelle, c'est ce que ça représente en fait. Ce sont ça, c'est ça, ces pleurs de fin de journée. D'accord. Des pleurs de décharge émotionnelle. Alors les enfants, quand ils ne sont pas bien, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher à téter pour se soulager, pour avoir du contact physique, du contact corporel qui les apaise, pour se détendre. Boire du lait chaud, ça détend aussi. Les tétées peuvent être plus courtes ou au contraire, donc plus courtes mais très rapprochées aussi. Ça peut durer 2 heures, ça peut durer 3 heures, ça peut durer plus longtemps aussi. Ce ne sont pas des temps d'allaitement, des temps en journée qui sont anormaux. C'est quelque chose qui est courant, malheureusement difficile à vivre. Alors il faut en profiter dans ces cas-là pour donner le bain, pour faire des temps de massage, pour faire des promenades, pour chanter, pour danser avec son bébé dans les bras, pour donner le relais à son conjoint s'il est présent. Euh, voilà, faire toutes ces choses-là qui peuvent aider à apaiser le bébé. Évidemment, si alors, ce qui est dans la question de Sarah, ce qui est important de relever, c'est que le poids est surveillé parce que ça pourrait être aussi orienté vers le fait que, enfin, pardon, excusez-moi. Est-ce que le bébé effectivement mange suffisamment? Mais il y a une surveillance du poids qui est bonne, donc ça c'est bien. Et puis après, il y a d'autres pathologies digestives du type reflux gastro-œsophagien qui sont éventuellement à discuter et qui peuvent être à l'origine de pleurs aussi. Mais ça, c'est comme un RGO, ce sont des douleurs et des pleurs qui sont fréquents, où les enfants se réveillent en pleurs et peut-être très peu. Voilà, ça c'est à évaluer avec un pédiatre ou avec la sage-femme. D'accord. Ok. Donc plutôt de se tourner aussi peut-être Tout de à fait, vers proposer à un Sarah de conseil se de tourner la... chez Exactement. conseiller en lactation. Mm. D'accord, très bien. Alors on va arriver à la fin de ce live d'ici quelques minutes. Alors je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont encore des questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat ou dans le commentaire.
Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, Karine, Oui, peut-être? oui, tout Il y à avait fait. Oui. Quelle que soit la durée de Une question. l'allaitement, ce sera bénéfique pour votre bébé et ce sera bénéfique pour votre santé. Évidemment, et c'est reconnu aussi statistiquement, plus longtemps vous allaiterez dans votre vie de femme, il ne s'agit pas uniquement de cet allaitement ou du deuxième, il s'agit des années cumulées d'allaitement dans la vie d'une femme, plus longtemps vous allaiterez, meilleure sera votre santé et plus longtemps. J'ai rapidement évoqué tout à l'heure les diminutions de risque de cancer. Ça ne veut pas dire que parce qu'on allaite longtemps dans sa vie, on n'aura pas de cancer du sein. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'on va diminuer par 2 voire 3 le risque de développer un cancer du sein. L'allaitement, c'est la dernière phase de maturation du sein. Il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire qu'une cellule, quand elle évolue, donc elle naît, donc au stade embryonnaire, elle pousse une première fois à la puberté, je le disais tout à l'heure, pour le tissu glandulaire. Au moment de la grossesse, elle se différencie encore et au moment de l'allaitement, elle se différencie une dernière fois. C'est vraiment ça, le stade de maturation la plus aboutie. Eh bien, quand une cellule arrive à ce stade de maturation, elle a moins de risques de dégénérer et de se transformer en cellule cancéreuse. C'est pour ça qu'effectivement, l'allaitement, c'est véritablement une mesure de santé publique, c'est-à-dire que ça va améliorer la santé des mères sur le sujet du cancer du sein. Ça va aussi améliorer leur santé concernant le moindre risque de fracture du col du fémur. On ne le sait pas beaucoup, ça. En fait, il est vrai que le dosage sanguin du calcium dans le sein du calcium sanguin, pardon, pendant l'allaitement va diminuer et une fois l'arrêt de l'allaitement, eh bien le taux calcique va beaucoup augmenter et va renforcer les os et notamment cette zone de jonction, ce col du fémur. Et donc on a clairement remarqué dans les statistiques que les femmes avaient beaucoup moins de fractures du col du fémur à l'âge mûr lorsqu'on arrive à l'âge de la ménopause où là il y a une décalcification qui se produit. Il y a moins de cancers génitaux également. Moins de diabète pour les femmes, moins d'hypercholestérolémie, moins d'hypertension, moins d'infarctus du myocarde, moins de maladies cardiovasculaires. Voilà, tout autant, enfin voilà, c'est assez magique en fait. Hein. Enfin, moi, je trouve que c'est assez magique. Et chez les enfants, on va aussi avoir ces effets-là et on va également, alors pas pour le col du fémur, mais on va avoir un effet aussi très bénéfique sur le plan des allergies. Et puis, on va aussi avoir un effet très bénéfique concernant les maladies immunitaires digestives. Voilà. Puis, je vous ai parlé de la sphère ORL, hein, donc les enfants ont moins de bronchite, moins d'otite, moins de rhinite, moins de bronchiolite aussi. Ça ne veut pas dire qu'un enfant qui a allaité n'aura pas à coup sûr de bronchiolite, parce qu'il y a des enfants allaités qui font des bronchiolites, mais il y aura moins de risques. Il y a des études intéressantes pour finir, deux choses pour finir. L'OMS préconise et encourage la population à faire un allaitement d'au minimum 6 mois pour que les bénéfices santé du côté de la mère et de l'enfant commencent à être vraiment très très marqués, très notables. Mais je le redis comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, quelle que soit la durée de l'allaitement, ce sera bénéfique. Et puis donc une dernière étude, une étude sur une cohorte, sur une étude longitudinale sur une vingtaine d'années qui a été réalisée en Finlande et en Finlande ou Suède, qui a permis de voir que les enfants allaités qui grandissent à la campagne vont avoir une meilleure protection immunitaire, moins d'allergies que les enfants allaités en ville. Ce qui veut dire que l'environnement microbien qui est beaucoup plus riche à la campagne va être encore plus stimulant, encore plus protecteur, va vraiment potentialiser cette protection de l'allaitement. D'accord. Très bien. On a encore une question qui a été posée dans le chat. Une jeune femme qui nous dit, est-ce qu'un bébé allaité a plus de besoins en vitamines, étant donné que dans le lait industriel, il y a un tas de vitamines en plus? On sait que les laits industriels sont enrichis en vitamines. Est-ce qu'un enfant allaité a besoin de vitamines, de suppléments en vitamines? Alors, il y a 2 vitamines que l'on va conseiller de donner aux enfants, qui est la vitamine K, qui est un précurseur des facteurs de coagulation, qui va être donné à la naissance à 7 jours et ensuite à 30 jours, quand on allaite. Et puis la vitamine D, où les besoins des enfants sont entre 400 et 600 unités
internationale par jour. Et donc, cette vitamine D, on va la donner sous forme de 2 gouttes de vitamine D tous les jours. Ce sont les seules vitamines que l'on va proposer aux enfants, que le lait maternel ne va pas pouvoir apporter en quantité suffisante. La vitamine D, c'est la peau qui la produit en réponse au contact, enfin à la stimulation lumineuse. Et quand dans nos régions continentale ou dans notre région continentale Grand Est où on a beaucoup moins d'exposition à la lumière à partir de septembre-octobre jusqu'à mars-avril. Les enfants ont vraiment en net besoin en vitamine D. Quand ils sont tout petits, ces besoins ne sont pas à négliger et il n'y a pas que sur cette période que l'on doit leur donner la vitamine D. Une fois que la diversification alimentaire a commencé, les apports en vitamine D vont leur parvenir d'une autre source que le lait maternel en complément. Et donc là, on va différencier la période allaitement exclusif et puis enfant de plus de 6 mois, diversifié, et puis en fonction de la météo aussi. Et puis ta question, c'était aussi, est-ce qu'il faut supplémenter la maman? Non, c'était le bébé. Ah non, C'était le bébé. C'était le bébé. Voilà. On a encore quelques autres questions qui arrivent. Alors, on va essayer très rapidement d'y répondre. Voilà, une personne qui nous dit qui témoigne, elle a eu un cancer hormonal dépendant en 2018 et elle a allaité. Donc voilà, et elle est toujours suivie d'ailleurs à la clinique Réna. Elle nous pose la question aussi de l'organisation d'un live sur le cancer du sein. Alors, ce n'est pas l'ordre du jour de ce mois-ci, mais c'est effectivement une idée à laquelle on pourrait proposer quelque chose avec l'Institut de Sénologie, effectivement. On a une question également sur l'allaitement mixte. Est-ce qu'on peut allaiter en journée et donner le biberon la nuit, par exemple? Alors, on peut procéder comme ça, mais il faut veiller à une précaution. On sait que dans le lait maternel, lorsque le lait est produit dans le sein, il y a une protéine qu'on appelle le facteur d'inhibition de la lactation qui va intervenir et qui va faire cesser, dans un premier temps diminuer, puis faire cesser la production de lait lorsque les seins sont pleins, lorsque les alvéoles sont pleines de lait. Alors, et on sait qu'il y a une période qu'on peut appeler réfractaire si on veut, je ne l'appelle pas toujours comme ça, enfin, en tout cas c'est une période de sécurité de 6 heures. On sait qu'au-delà de 6 heures, cette protéine, elle va avoir un effet ralentisseur sur la production de lait et même, comme je le disais, diminuant, il y a certaines cellules qui vont cesser de produire du lait. Donc, dans l'idéal, il faut veiller à ne pas avoir plus de 6 heures de stase lactée, c'est-à-dire plus de 6 heures pendant lesquelles les seins ne sont pas vidangés. Donc, si la maman veut allaiter en journée, ok. Et puis la nuit, donc donner donc le biberon, donc du lait artificiel, si j'ai bien compris. Ça peut être du lait artificiel ou alors tirer le maternel. lait peut-être, et voilà, mais peut-être, en tout cas, donner un biberon la nuit. Alors, c'est tout à fait possible, mais comme dit, voilà, on va faire donc une tétée à 22 heures et puis la suivante au plus tard à 4 heures du matin ou minuit 6 heures. Ces précautions-là vont permettre de maintenir la lactation sur la durée. Mais par contre, il y a un autre écueil en fait à ce genre de situation, c'est la difficulté que l'enfant va avoir à se retrouver dans la succion. On sait que les 6 premières semaines, il y a des enfants qui sont très perturbés par la succion au biberon alors qu'ils sont allaités. Et parfois, il arrive qu'un biberon perturbe la succion et les enfants, du coup, n'arrivent pas à retourner au sein. Donc, il faut être très précautionné les 6 premières semaines, faire un allaitement où on allaite en journée et la nuit, on confie son bébé à son compagnon ou à son coparent pour qu'il soit nourri avec le biberon. Il faut savoir qu'il y a un petit risque. Tous les enfants les enfants sont tous différents. Il y a des enfants qui peuvent passer du sein au biberon sans aucune difficulté. Par contre, en ce qui concerne la production de lait maternel, si on veut maintenir la production maternelle sur la durée, ne pas excéder 6 heures sans vidanger les seins, que ce soit avec un tire-lait ou fait pour réaliser par le bébé. D'accord. Encore deux questions, puis après on pourra arrêter. Avec qui et comment se préparer pour son allaitement? Et aussi une question qui ressemble, comment prendre rendez-vous avec une conseillère en lactation à la clinique Réna, par exemple? Est-ce que c'est remboursé? Comment ça se passe?
Donc la première question, je dirais. Avec qui? Comment préparer sa lactation? Comment préparer son allaitement? En, Qui est la personne en, en- privilégiée? Et est-ce que l'on peut, hum, voilà, tu nous parles de conseillère en lactation. hum, Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi, oui, avec une autre personne? tout à Comment fait. ça se passe? Est-ce que c'est remboursé? Enfin, Mhm, voilà. mhm. En fait, les consultations sage-femme, elles sont remboursées au même titre qu'une consultation chez un médecin traitant euh, ou n'importe quel professionnel de santé, hein. La préparation à la naissance qui comporte une séance de préparation pour l'allaitement, donc elle va se faire auprès d'une sage-femme. On peut, quand on a eu des difficultés d'allaitement, contacter une consultante en lactation euh, euh, qui sont référencés alors sous deux titres d'ailleurs, hein. Il y a deux titres qui permettent de réaliser des consultations d'allaitement et d'être riche de propositions. C'est l'IBCLC et puis le DULAM. Donc, alors, concernant le DULAM, malheureusement, les sages-femmes ne seront pas référencées. Il faudrait que ça se fasse. On va y travailler. Mais à la maternité, vous avez deux consultantes en lactation que vous pouvez contacter par téléphone ou par mail également. Mhm. L'association des sages-femmes libérales dans le Bas-Rhin peut vous permettre aussi de contacter une sage-femme et de vous orienter vers une conseillère en lactation. Et puis, euh, il y a également des médecins, un pédiatre sur Haute-Pierre qui est consultante en lactation. Il y a une consultante en lactation du côté de Bar. Il y en a une à Bergstedt près de Vendenheim. Voilà. Est-ce que les consultants en lactation sont justement référencés? Est-ce que tu pourras nous redonner voilà, où Alors, est-ce qu'on peut trouver? pour les consultants en lactation IBCLC, effectivement, comme c'est associatif, effectivement, eux, ils sont référencés. En ce qui concerne les sages-femmes, vous trouverez leurs coordonnées dans le site ASFLA, l'Association des sages-femmes libérales d'Alsace. L'Alsace. Et puis, la maternité RENA met à disposition les coordonnées des deux consultantes en lactation de la maison. Oui. On les retrouve sur notre site Oui, internet dans la rubrique maternité voilà. sous l'onglet allaitement. Vous C'est avez ça. toutes les informations avec Voilà. les coordonnées de Karine De Valérie, et de sa collègue Valérie. Voilà. c'est ça. Alors, ce live touche à sa fin. On vous a mis quelques infos justement encore en commentaire avec un lien sur notre site internet. Vous dire aussi que vous êtes les bienvenus. Si vous souhaitez en savoir plus, rencontrer Karine et d'ailleurs toutes ses collègues, puisqu'il y a une vingtaine de sages-femmes et auxiliaires de puériculture au sein de la maternité. Eh bien, pourquoi pas venir nous rencontrer le 7 novembre. Ça se déroulera entre 13h et 17h à la maternité. Il n'y a pas besoin de s'inscrire. Vous pourrez rencontrer également nos gynécologues, visiter nos installations, participer à des ateliers. Si vous êtes également jeune parent, vous pouvez également venir avec votre enfant. Il y a des ateliers qui sont proposés pour les enfants. Et puis en soirée, à partir de 18h, nous accueillerons Anna Roy, qui est sage-femme et qui viendra nous parler du postpartum. Donc avec une conférence. Alors là, attention, c'est sur inscription. Donc vous retrouvez aussi tout ça sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet avec le lien pour vous inscrire. Et donc voilà, porte ouverte le 7 novembre 2024. Et puis également, si vous ne pouvez pas vous rendre disponible sur ces dates-là, restez connectés puisque plusieurs fois par mois, nous proposons des visites du service en soirée à partir de 17h. Là aussi sans inscription, vous pouvez venir rencontrer nos sages-femmes, poser toutes vos questions. Ce sont des visites en groupe. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié ce premier live. Et puis n'hésitez pas à nous suivre. Je pense qu'on vous proposera d'autres thèmes. Si vous avez d'autres thèmes, n'hésitez pas également sur l'Instagram de la Clinique Réna à nous suggérer les thématiques que vous souhaiteriez voir abordées par nos équipes de sages-femmes. On vous souhaite une bonne journée. Oui, Karine, et on te laisse terminer. Oui, oui, je voudrais juste ajouter que il est possible que j'ai oublié de vous transmettre certaines choses hein, en réponse aux questions hein, qui ont été posées. Si jamais il y a des zones d'ombre, il ne faut surtout pas hésiter à nous envoyer un message ou on y répondra avec plaisir. Voilà.
Très bonne journée à toutes et à tous et puis à bientôt. Au revoir.